Bonjour à tous, bienvenue à Médias en scène où cette journée se poursuit pour cette journée de débat sur le futur des médias, organisée en partenariat avec Les Échos et France Info. Alors j'ai le plaisir d'animer une conférence sur l'explosion des plateformes, les Netflix, les Disney+, etc. Est-ce que ce sera un nouvel Eldorado pour les producteurs audiovisuels ? On va en parler ici avec Damien Bernet, qui est directeur du développement de Netflix en France. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Iris Buchet, qui est productrice et présidente directrice générale de Quad Drama. Bonjour. Pierre-Antoine Capton, président du directoire de Media One. Et Pascal Breton, président de Fédération Entertainment. Bonjour. Alors, il y a beaucoup à dire en fait sur le métier de la production audiovisuelle qui, je crois qu'on peut le dire, un peu en plein boom aujourd'hui et depuis quelques années. Et puis, il y a cette actualité forte aujourd'hui en France d'un décret qui est en train d'être pris par le gouvernement, qu'on appelle le décret SMAD, et qui prévoit la contribution des plateformes SVOD, services de vidéo à la demande par abonnement, comme Netflix, comme Disney+, Apple, Amazon, à la création audiovisuelle française. Et donc, ce décret-là pourrait représenter une manne, j'ai envie de dire, très importante pour les producteurs audiovisuels que vous êtes tous ici. Alors l'idée ici de cette conférence, c'était surtout d'essayer de voir un petit peu comment les producteurs travaillent avec ces nouveaux entrants, ces plateformes. Les producteurs qui ont l'habitude de travailler avec les chaînes de télévision traditionnelles, TF1, M6, Canal. Et évidemment, on abordera aussi cette loi audiovisuelle et puis votre vision de l'avenir de votre métier. Je commence avec vous, Damien, chez Netflix. Peut-être on peut essayer de replanter le décor. Et Netflix est arrivé en 2014. Aujourd'hui, c'est plus de 5 millions d'abonnés en France. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la big picture ? C'est combien c'est une filiale, il y a une filiale française, combien il y a d'employés et comment vous vous êtes développé finalement dans l'Hexagone ? Oui, très bien. Effectivement, comme vous le rappelez, Netflix est présent en France depuis 2014, donc bien connu du grand public français désormais. Alors, au dernier comptage, c'était 6,4 millions d'abonnés début de cette année. C'était Reed Hastings qui l'a rappelé quand il est passé en France. Donc 6,4 millions. Ce qu'on sait beaucoup moins de Netflix, c'est qu'on est déjà un acteur très important de la production originale française, de programmes français. Donc ça, depuis 2014. La première production, c'était avec Fédération et la société de Pascal Breton, le programme Marseille. Et on a beaucoup accéléré. En 2020, nous avons lancé plus de 20 projets, que ce soit des films, des séries, des documentaires, des projets d'animation, et qui arriveront pour la plupart en 2021, certains en 2022. Nous accélérons. Et parallèlement à ça, nous avons effectivement une filiale française et nous avons installé des équipes complètes en France avec 60 personnes depuis le mois de janvier, 60 professionnels expérimentés à la fois de la production et des médias et qui sont là pour accélérer et lancer plus de projets en 2021. J'en donnerai juste 2 très rapidement et je profite là à nouveau de la présence de Pascal Breton et Fédération pour mentionner La part du feu. C'est une fiction autour de l'incendie, la nuit de l'incendie de Notre-Dame. Le destin de personnages au cours de cette nuit exceptionnelle. On fait ça en collaboration aussi avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc on attendra beaucoup de cette fiction. Et je citerai un deuxième projet, et là je profite de la présence de Pierre-Antoine Capton, complètement différent, ça s'appelle Rhythm and Flow. Rhythm and Flow, c'est un concours de rap qui a connu un grand succès aux États-Unis. Et nous avons souhaité, avec Black Dynamite du groupe Media One, adapter ce format en France. Un concours de rap, comme vous connaissez les concours musicaux, avec 3 stars du hip-hop français. Paris, Bruxelles, Marseille. L'idée, c'est de trouver la prochaine révélation du rap français, avec à la clé un lot de 100 000 € pour le vainqueur. Alors comment est-ce que Netflix a réussi à tisser des relations avec ses producteurs ? Comment vous travaillez ensemble ? Comment vous avez construit la relation ? Quels sont les types de contenus spécifiques que recherche Netflix ? Alors déjà, pour répondre à votre question initiale sur le titre de la table ronde, l'Eldorado, je vous dis tout de suite, non, il n'y a pas d'Eldorado pour les producteurs. Ils pourront en parler ici. Netflix, nous, on souhaite d'abord que ce soit un Eldorado pour nos abonnés.
Netflix, ce qu'on recherche avant tout, c'est les bons contenus. Et pour les abonnés français, l'équipe française qui est ici, les 60 personnes qui travaillent, elles travaillent d'abord pour des contenus français, pour les abonnés français. Donc ce n'est pas toujours cette vocation, on n'a pas cette priorité de rechercher des contenus à vocation internationale. On veut d'abord répondre à la demande et utiliser aussi ce savoir-faire qui est ici en France, dans l'audiovisuel, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens, mais ce qui est une spécificité de la France. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, dans nos méthodes de travail avec les producteurs, ils pourront le confirmer ici, il n'y a pas de mystère sur nos méthodes de travail, on laisse la pleine responsabilité aux producteurs. En contrepartie, nous, on est prêt à s'engager. On peut s'adapter sur les montants qui sont investis en fonction des besoins et des exigences de la narration. Et le producteur est en pleine responsabilité depuis le choix du script jusqu'à la post-production et en passant par la sélection du casting du réalisateur. Et la contrepartie de Netflix dans cette histoire, c'est une forte exigence, à la fois sur la narration et sur la qualité de la production. Et je crois qu'ils le savent bien. Alors, l'un des tout premiers gros deals de Netflix en France, c'était l'une de vos productions, Iris, Le Bazar de la Charité, qui était à la base qui a été fait pour TF1 et puis dont les droits ont été rachetés par les Netflix. En fait, c'est la première fois que Netflix intervenait en préfinancement d'une série originale d'une chaîne de télé, donc de TF1. Comment est-ce que cette alliance s'est-elle scellée et qu'est-ce que ça a apporté à votre société de production ? L'alliance a été scellée par l'intervention de TF1 Studio, qui est le distributeur international de la série. C'est eux qui ont fait le deal, en étroite collaboration à la fois avec TF1, l'antenne, et puis moi aussi. Ça a tout simplement... Ça m'a un peu sauvée, je dois dire, l'apport de Netflix, parce que j'étais partie en prépa, donc à 5 mois de tournage, avec un gap extrêmement important que l'apport Netflix, qui est arrivé en cours de route, a permis de combler. Et ça m'a permis de rester sur cette même exigence, la même ambition qu'on avait au tout démarrage du projet et de ne pas être obligé de revoir à la baisse cette exigence-là et in fine, ça nous aurait in fine fait une série moins intéressante, moins flamboyante, c'est le cas de le dire. Donc c'était un partenaire extrêmement important. Et j'ai déjà dit ça dans la presse, c'est ce que j'appelle une win-win situation. C'est vraiment, tout le monde était gagnant dans ce deal, à la fois moi, déjà à titre de société de production qui était en risque sur un projet, TF1 parce que ça leur a permis d'avoir un produit à l'antenne à la hauteur de cette attente qu'ils avaient, mais que je n'aurais peut-être pas pu combler sans l'apport Netflix. Et pour Netflix, parce qu'il se trouve que c'est une série qui a vraiment trouvé son public sur Netflix, à la fois en France, malgré le fait que ce soit arrivé après la diffusion sur TF1, mais aussi à l'international. Il y a des territoires, notamment en Amérique du Sud ou ailleurs, mais Damien pourra sûrement parler mieux que moi, qui apparemment ont beaucoup apprécié cette série. Donc tout le monde était gagnant dans cette affaire. Comment on travaille avec ces nouveaux acteurs de la télé, finalement, ces plateformes, que ce soit Netflix, Amazon, Apple vous qui avez l'habitude de travailler avec les chaînes traditionnelles, avec vos sociétés de production, c'est quoi les différences, les bons points, les mauvais points Il y a 3 cas de figure. Il y a celui dont je viens de parler, qui est faire rentrer Netflix en pré-financement sur une série qu'on produit pour un acteur classique, chaîne hertzienne en France. Le deuxième cas de figure, c'est les fameux Netflix Originals dont parlait Damien, qui sont les séries comme Vampire, Marianne, Family Business et autres, où on produit 100% pour Netflix. Il n'y a pas d'autres partenaires. Et c'est une expérience que je n'ai pas encore faite. Ça va peut-être, j'espère, m'arriver un jour. En tout cas, d'après ce que me racontent mes collègues producteurs, quelque part, c'est assez semblable à notre travail avec les acteurs classiques, à savoir, on a des interlocuteurs avec qui on parle, qui déjà partent sur une idée, qui disent tel ou tel projet nous intéresse, on a envie de le développer avec vous, et qui après accompagnent le producteur dans ce développement. Et ça finit par une mise en production, un choix de réalisateur, un choix de casting, etc. En fait, c'est assez classique, j'ai envie de dire, mais
peut me contredire si je me trompe, avec peut-être une particularité qui est une présence, d'après ce que m'ont raconté mes collègues, peut-être plus importante. C'est un partenariat encore plus étroit entre les représentants de Netflix et le producteur à chaque étape de la production. Ça veut dire quoi concrètement? C'est un échange. Netflix joue un rôle beaucoup plus clair dans la production du programme que ne peut le faire une chaîne traditionnelle, par exemple? Encore une fois, là, je parle c'est de la seconde main. C'est des informations qu'on m'a données. C'est, par exemple, les négociations des contrats de comédiens se font en collaboration avec le service juridique de Netflix, ce qui n'est pas du tout le cas quand vous travaillez pour TF1 ou pour France Télévisions. Si je négocie un contrat d'acteur, le service juridique de France Télévisions n'a strictement rien, ne fait rien là-dedans. Le troisième cas de figure, c'est le simple achat postérieur d'une série française par la plateforme, quelle qu'elle soit. Par exemple, Le Secret d'Élise, que j'ai produite il y a quelques années pour TF1, a été acheté par Amazon. Donc il y a ces trois cas de figure-là qui, quelque part, pour rebondir sur l'intitulé de cette conférence, je n'appellerai pas ça un Eldorado parce que c'est un peu fort comme mot, mais c'est clairement une opportunité qu'il faut saisir, qu'on saisit déjà, nous, producteurs indépendants. Et c'est tout de même une manne financière importante qui va venir irriguer la création française. Les plateformes vont devoir consacrer 20 à 25% de leur chiffre d'affaires. C'est tout à fait vrai et on en est très heureux. Mais quelque part, si vous remettez les choses dans un contexte plus global, jusque-là, la France a été très à la traîne sur le volume de production en nombre d'heures produites par année. On est passé péniblement, j'ai envie de dire, de 800 à 1000 heures produites par an. Mais ces 1000 heures, on y est arrivé principalement grâce aux feuilletons quotidiens qui sont arrivés après Plus belle la vie. Il y a eu Demain nous appartient, il y a eu Un si grand soleil, etc. Donc ça a augmenté le volume en nombre d'heures. Mais le volume de production prime time, série 52 notamment, n'a pas augmenté en fait. Et l'arrivée des plateformes nous permet de quelque part rattraper un retard qu'on a sur sur les pays européens, qui est tout simplement de produire un plus grand volume de séries qui vont donc être vues du coup non pas sur les chaînes classiques mais sur les plateformes. C'est pas négligeable. Tout à fait. Pierre-Antoine Capton, vous êtes le président du directoire de Media One. C'est un producteur très ambitieux qui a racheté beaucoup de sociétés de production, qui a été lancé par vous, par Xavier Niel et Mathieu Pigasse. C'est le plus gros producteur de fiction française, si je ne me trompe pas. Vous êtes à l'origine de 10%, Les Bracelets Rouges, par exemple, et beaucoup d'autres productions. Vous avez racheté Lagardère Studio il y a quelques semaines. Comment est-ce que vous avez vu évoluer votre métier avec l'arrivée des différentes plateformes ? Plutôt en bien. D'abord, les plateformes ne sont pas toutes les mêmes puisqu'on en parle. Et on n'est pas là pour faire de la pub à Netflix, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais Netflix a eu l'intelligence de s'installer en France, de prendre des bureaux, d'avoir beaucoup d'interlocuteurs et de rentrer dans l'écosystème de la création. Ce qui n'est pas le cas des autres plateformes. Ce qui n'est pas le cas totalement des autres aujourd'hui. Ça va peut-être évoluer avec le temps. Mais on a un échange très constructif aujourd'hui avec Netflix. Il y a beaucoup d'échanges et on a appris à travailler ensemble. Il y a d'autres pays où ce n'est pas le cas. Il y a d'autres plateformes en France pour lesquelles ce n'est pas encore le cas. Donc, pour moi, toutes les plateformes ne sont pas encore au même niveau. La deuxième chose qui est importante à dire, c'est que j'ai l'impression que l'arrivée de Netflix a élevé le niveau de la création en France pour toutes les chaînes. Alors, Canal+ était déjà très bon dans la création, mais ça a permis d'accélérer le mouvement de premiumisation de la fiction. Alors, on le voit maintenant sur toutes les chaînes, TF1, France Télévisions. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'argent ? C'est pas une question d'argent, c'est le niveau a été élevé d'un coup, et maintenant c'est les talents et c'est de faire les meilleures séries possibles. La concurrence, c'est surtout la qualité. Je pense qu'il y a beaucoup plus de fiction et on a tous envie d'avoir des succès de plus en plus importants parce que les plateformes ont aussi cette vertu de permettre à vos œuvres d'être connues à l'international et d'être des succès mondiaux. Je prends l'exemple de 10% qui a été créé par Dominique Besnéard, qui est une création France Télévisions et qui a été diffusée par Netflix dans le monde entier. Ça a été un succès, adapté dans beaucoup de pays. Et Nicolas de Taverneau parlait de la Turquie et de la réussite des fictions turques tout à l'heure. La série qui a été le plus vue en Turquie cette année, c'est l'adaptation de 10%.
Donc ça veut dire qu'on est capable de créer en France, qu'on a des auteurs qui sont fantastiques, des réalisateurs, des producteurs. L'arrivée des plateformes a permis d'accélérer ce mouvement-là. Donc on apprend à travailler avec elles. Media One est un groupe européen, présent en Italie, en Espagne, en Allemagne. Ce n'est pas le même niveau d'échange avec les plateformes. C'est beaucoup plus dur en Espagne, on pourra y revenir tout à l'heure. Mais pour la France, aujourd'hui, l'arrivée des plateformes, à partir du moment où elles respectent la réglementation, qu'elles jouent le jeu, et honnêtement, on a participé à beaucoup d'échanges ensemble grâce au CNC, grâce au ministère de la Culture. Il y a eu beaucoup d'interlocuteurs qui ont participé à cette croissance du contenu français. J'ai l'impression que les échanges sont bons et que le niveau de la production française en a profité. Alors, vous faites une allusion à l'Espagne, vous dites que c'est plus compliqué. Concrètement, vous pouvez développer ? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas de, on a cette chance en France de pouvoir conserver une partie des droits sur les œuvres que nous produisons, ce qui n'est pas du tout le cas en Espagne. Et donc, ils ont connu un succès il y a quelques années avec La Casa del Papel, qui a été rendu possible aussi grâce à Netflix, puisqu'il se trouvait au fin fond du catalogue qu'ils avaient racheté. La Casa del Papel, de par le visionnage, est devenue une série mondiale. Et donc, il y a eu un engouement très rapide sur la production espagnole, qui n'est pas structurée comme la nôtre. Et aujourd'hui, les producteurs espagnols n'ont pas accès ne gardent aucun droit, donc elles sont, pour certaines plateformes aujourd'hui, que des producteurs exécutifs à qui on dicte à peu près ce qu'elles vont faire, ce qui n'est pas le cas ici, on a cette chance. C'est un vrai échange créatif. Il faut savoir que les succès des producteurs, c'est aussi par moments des paris, c'est de se dire, comme Pascal a pu le faire, comme Iris le fait, ou comme Dominique Besnéard l'a fait avec 10%, je crois en un projet, on peut me dire non, je peux le porter pendant des mois, des années, je peux financer, prendre le risque et tout d'un coup devenir un succès. Si les producteurs ne sont pas capables de faire ça, parce que j'ai entendu tout à l'heure les diffuseurs dire que les producteurs voulaient garder les droits, que c'était du vol, ce n'est pas le cas. C'est qu'on a un vrai rôle aujourd'hui de développement, d'échange avec les talents, un travail créatif qui nous coûte de l'argent, et c'est normal qu'on ait accès aussi à une partie des droits de ce que nous produisons. En Espagne, ce n'est pas le cas, et quand vous êtes uniquement producteur exécutif, vous n'allez pas forcément créer énormément de succès. Donc, le secteur, ce qu'on est en train de créer en France, les échanges avec Netflix, qui encore une fois sont très intelligents et se passent très bien, sont des modèles. Toute l'Europe nous regarde en ce moment et la France a un rôle majeur à jouer. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Aujourd'hui, quelle est la part de votre business qui est générée par les plateformes ? Il est minoritaire, mais parce que Media One a plusieurs métiers. Mais chaque année, ce sont des chiffres qui doublent. Quasiment sur la globalité des pays européens et du travail avec les plateformes. Pascal Breton, vous êtes le patron de Fédération Entertainment. On vous doit Marseille, le Bureau des légendes et puis plein d'autres productions. Alors vous êtes très plateforme-friendly, j'ai envie de dire, parce que vous tenez un discours qui vise à dire que pour vous, l'avenir de la production audiovisuelle réside quasiment dans les plateformes. Donc, quand on vous entend parler en disant qu'aujourd'hui, ça représente une bonne partie des revenus de votre société, et demain, ce sera probablement 90% des revenus. Et vous êtes même en train de créer une filiale dédiée, une filiale cinéma qui est dédiée à la SVOD. Quel est le sens de cette démarche ? De toute façon, les pratiques du public ont radicalement changé et c'est qu'un début. C'est-à-dire que le non-linéaire, le fait qu'on ne regarde plus la télé à 20h30 en direct, c'est archi évident sur Canal, c'est de plus en plus fort sur TF1, un peu moins fort sur les chaînes publiques. Ça va devenir petit à petit dominant. Aux États-Unis, c'est je pense, de l'ordre de 50%. Tu dois savoir mieux que moi. Donc, le non-linéaire, ça veut dire que tout le monde aura des plateformes. Même les chaînes, même TF1 aura sa plateforme. Alors, ça sera peut-être dans le cadre de Salto, ça sera peut-être dans le cadre d'une plateforme spécifique à TF1 ou d'une alliance TF1-M6, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est Salto. Mais toutes les grandes chaînes, les grands networks américains ont leurs propres plateformes, qui sont des plateformes gratuites. Parce qu'on a besoin de regarder son programme quand on veut et où on veut. Donc ça, c'est une donnée fondamentale qui change toutes les pratiques de tout le monde. Le spectateur de TF1, qui est très massif, ou de France Télé, le téléspectateur de Canal, parce que maintenant, on regarde Canal sur MyCanal. MyCanal est une plateforme, il faut le dire, et c'est très bien. Et puis, bien sûr, la montée en puissance phénoménal des nouvelles plateformes. On n'en est qu'au début. Netflix a 1 an, 2 ans d'avance, on va dire.
C'est pour ça qu'ils produisent plus. Mais bien sûr, Amazon veut se rattraper et Amazon ne manque pas de moyens, j'ai l'impression. Apple ne manque pas de beaucoup de moyens, même si je pense qu'ils sont un peu plus timorés. Ils ne sont pas encore assez installés en Europe, mais ils vont y venir. HBO n'a pas le choix. S'ils veulent survivre, il va falloir qu'ils produisent 3 fois plus, y compris en France, y compris en Italie, partout. Donc tout simplement, je ne fais que regarder le marché. J'ai l'avantage d'avoir une boîte assez jeune parce que j'ai recréé une nouvelle boîte après l'aventure Marathon, qui était aventure sous le soleil, etc. Là, j'ai recréé une nouvelle boîte et donc je me suis d'emblée déployé sur le monde, c'est-à-dire des États-Unis à Israël, en passant par l'Angleterre, la France, bien sûr, fondamentale, mais aussi l'Italie, l'Espagne. Et je vais maintenant essayer de fédérer un peu plein de boîtes partout dans le monde qui vont essentiellement produire pour les plateformes, parce que je pense que ce sera effectivement de très loin notre premier client. Par exemple, je faisais un peu le compte de mon carnet de commandes, comme on dit aujourd'hui, ce week-end, et je voyais que j'avais 50 séries à produire dans les 18 mois qui viennent, et dans les 50, j'en ai 30 sur les plateformes. Et toutes les plateformes, c'est-à-dire même Stars, même Paramount, même des plateformes qui sont en train de se mettre en place, celle d'Universal par exemple, Apple, parce qu'ils sont tous en demande. Ils cherchent des niches. Alors évidemment, ils cherchent à chaque fois quelque chose de nouveau. Donc on est en train d'apprendre notre métier. C'est ça qui est très passionnant dans l'aventure, c'est qu'on tâtonne pour trouver un peu ce qui est bien pour Netflix demain et pour Apple après-demain. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a des interlocuteurs qui changent un peu je dirais, de vision tous les 6 mois. C'est pas parce qu'ils sont devenus fous, c'est parce que tout simplement l'algorithme leur a fait découvrir de nouvelles perspectives dans le contenu qui devrait être le plus important demain. On voit bien par exemple qu'aujourd'hui il faut plus de comédie, on manque terriblement de comédie en France, il faut de l'action, il n'y avait pas de film d'action, il n'y avait pas de série d'action en France. Donc c'est pour ça que je lance aussi une filiale de cinéma qui va s'adresser à pas mal de pays et pas mal de créateurs de toutes mes filiales, donc dans tous les pays, et qui va essayer de proposer aux plateformes un cinéma qui n'existe pas. Parce que le cinéma qui existe, il existera encore et pour longtemps, mais il y a tout un cinéma qui n'existait plus, le cinéma d'action, le cinéma de genre, même l'érotisme, par exemple, ça n'existe plus, évidemment, parce qu'on est parti dans la folie des médias modernes, alors que pourtant il y a une demande très très grande, la comédie, surtout la comédie. Donc c'est là qu'il faut que nous investissions les marchés de demain, et ça va même être des nouveaux réalisateurs, ce sera des réalisateurs plus jeunes, ce sera des nouvelles esthétiques, plus spectaculaires, des musiques plus présentes à l'image. On voit bien dans le style des séries plateformes que c'est plus tout à fait la même esthétique. Et en même temps, les publics sont de plus en plus larges, donc il faut aussi avoir des niches très différentes, quoi. Est-ce que ça veut dire que vous allez délaisser vos partenaires traditionnels, finalement, les chaînes traditionnelles, ou si vous travaillez avec plus ces plateformes, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'il y a une demande plus forte? C'est pour l'argent? C'est pour tout à la fois? Et que peuvent espérer finalement les diffuseurs traditionnels? Quand on dit diffuseurs, c'est les chaînes de télévision traditionnelles. Moi, ça fait 35 ans que je produis pour TF1. Par exemple, j'adore TF1 et je pense que je vais continuer beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que tu disais toi tout à l'heure, c'est que TF1 est en train de complètement changer son niveau d'exigence et de qualité. Là, je viens de produire une série sur l'affaire Grégory, qui est une série très arty et très Netflix, ou très. Ça veut dire quoi, c'est une série très Netflix? Ça veut dire pas très TF1. TF1, on était quand même on avait des codes depuis 30 ans pour avoir un public très large, pour ne pas effrayer le public, pour rassembler. Et maintenant, non, il faut oser, il faut oser plus l'émotion. Et la série est extraordinaire. Et je pense qu'elle va faire un énorme carton, alors qu'elle n'est pas dans l'ADN TF1. Je viens d'en faire une autre avec Cadmerade. Ça ressemble à une série Canal, c'est-à-dire c'est un peu noir, un peu sombre, dark comme on dit, mais c'est un thriller basé sur un format israélien, donc plus tendu. C'est pas de l'ADN TF1. Eh bien, oui, parce qu'on sait que normalement les chaînes accès gratuit n'ont pas le même type de programme que les chaines payantes. Justement. Bien sûr. Et puis l'âge du public.
l'âge du public, qui est une grosse différence. Alors, vous parliez de l'algorithme de Netflix. Justement, la spécificité de Netflix, c'est aussi d'être une vraie production liée à la demande, en fait. Comment ça fonctionne, en fait? Déjà, juste sur l'algorithme, je vais corriger légèrement, je me permets de corriger légèrement ce que dit Pascal. Les équipes en France, ici, ne travaillent pas pour sélectionner les projets sur la base de l'algorithme. C'est totalement et 100% humain le choix des projets qui sont opérés. Et donc, c'est par des équipes qui connaissent parfaitement leur métier. Et si vous permettez, je vais revenir sur deux choses qui ont été dites par Iris et faire le parallèle avec la table ronde précédente très rapidement sur justement la collaboration avec les chaînes hertziennes traditionnelles. Évidemment, ce qu'on produit fait évoluer TF1, mais ce qu'on produit n'est pas exclusif de TF1. Il y a l'exemple du Bazar de la Charité qui est un bon exemple. La semaine dernière, TMC a diffusé notre documentaire sur les attaques du 13 novembre. Ça a été 1 million de téléspectateurs en prime time sur TMC, 3e chaîne nationale. Donc les équipes de TF1 ont bien compris les possibilités de collaboration. France Télévisions, Pierre-Antoine Caton mentionnait 10%. C'est un cofinancement. On a un projet d'animation qui s'appelle Ogi Ogi. Donc voilà, il y a une possibilité tout à fait pour collaborer. Et sur l'aspect qu'on mentionnait autour de qu'est-ce qui nous différencie des chaînes hertziennes et d'ailleurs de nos autres concurrents américains, c'est, je vous disais, cette présence française. Nos équipes françaises sont en fait issues de studios. Ce sont des professionnels de la production. Ça ne veut pas dire qu'ils produisent à la place des producteurs. Ça veut dire qu'ils peuvent les accompagner sur tous les enjeux, des enjeux d'effets spéciaux. On a des spécialistes de la musique, des spécialistes de la post-production. Ils ne produisent pas à la place des producteurs. Ils les accompagnent. Et là où je veux en venir, c'est que ça nous permet de choisir des projets, pas forcément avec des producteurs très confirmés, très chevronnés, comme on peut avoir ici, mais avec tout type de producteurs, tout type de réalisateurs. En leur laissant une marge de manœuvre importante, parce que c'est souvent sur ce point que les plateformes sont montrées du doigt. On entend souvent dire dans le milieu audiovisuel que les plateformes réduisent les producteurs à des producteurs exécutifs, finalement, à exécuter les projets préalablement définis, alors qu'elles s'imaginent les producteurs, c'est plutôt des producteurs délégués, en fait. Là, on est plutôt sur une question de droit, très sincèrement. Et évidemment, notre métier, il ne se résume pas à des contrats, heureusement. Clairement, dans la manière de travailler, je vous le répète, et je pense qu'ils pourront confirmer, la liberté est totale pour les producteurs et pour tous les créateurs. Ce n'est pas forcément le cas des autres plateformes. On peut en dire autant des autres plateformes Franchement, sur l'éditorial aujourd'hui, de ce que je connais dans le groupe en France, en tout cas, on a vraiment une liberté éditoriale avec Netflix et on l'a tout autant avec les chaînes de télévision traditionnelles. On échange beaucoup en amont avec les conseillers de programme. Le petit bémol que je donnerais juste sur les chaînes traditionnelles, c'est que je crois encore pertinemment à leur modèle et que le service public ou les chaînes privées font un effort très important aujourd'hui pour la qualité, la production de France Télévisions entre aujourd'hui et il y a 10 ans, ça a été révolutionnaire tout en traitant des thèmes de société très importants. Donc je pense qu'il y aura toujours des productions très fortes. Et pour revenir aux échanges avec Netflix sur la liberté éditoriale, tout ce qu'on a produit aujourd'hui, documentaires, dessins animés, puisqu'on fait Miraculous Ladybug, qui est un des plus gros succès mondiaux de l'animation, une partie avec Netflix, l'autre avec TF1 et avec beaucoup de partenaires dont Disney. À aucun moment on nous a dit qu'il fallait changer tel dessin ou que sur le documentaire consacré à Nicolas Anelka ou à Maître Gims ou ce qu'on fait ensemble, on nous a dit qu'il fallait faire différemment. On fait appel à des grands producteurs, à des grands réalisateurs, à des gens qui sont issus des équipes créatives de Media One et il y a une confiance totale aujourd'hui sur la façon de travailler, mais comme c'est le cas avec Canal+. Ce qui est important, c'est les talents. Ils en ont parlé tout à l'heure aussi, nos amis des chaînes de télévision. Quand on a la chance chez Media One de travailler avec Jonathan Cohen, qui fait la flamme pour Canal+, je pense que personne ne peut lui dire il faut que tu changes telle chose ou telle chose. Et quand il travaille avec Netflix, c'est exactement le même sujet. La clé, ce sont les talents, et c'est là où on doit être tous vigilants pour pouvoir continuer à produire de manière totalement indépendante. Alors, ce que disaient justement les chaînes de télévision traditionnelles à une précédente conférence à Média en Scène, c'était qu'on va avoir une inflation du prix des talents, en fait, et des séries qui risquent d'exploser dans les mois à venir, justement du fait de l'arrivée de géants américains tout puissants. Qui veut prendre la parole là-dessus ?
Moi, je la vois pas venir. Pour l'essentiel, on va fabriquer peut-être même parfois avec un peu moins d'argent pour les chaînes généralistes, parce que c'est le sens de l'histoire aussi, de livrer davantage de volume. Par exemple, on voit bien que les séries quotidiennes sont les plus grands succès aujourd'hui de TF1 et de France 2. C'est pas grave, et ça coûte beaucoup moins cher que les fameux prime time. Donc, sur les acteurs, c'est pas les mêmes déjà, mais je pense que Netflix et même Canal cherchent beaucoup de nouveaux acteurs, et donc je pense que ça va juste élargir le spectre. Bien sûr que il y aura quelques très gros acteurs qui vont être payés très cher. Damien pourra vous en parler si vous voulez. J'imagine qu'Omar Sy n'est pas gratuit. Ça, c'est sûr. Mais à part les très grands acteurs qui vont être payés beaucoup plus cher, ça oui. Pour le reste, je ne pense pas qu'on va vraiment changer de logique. Ce qui va changer un peu la logique, c'est que tous les gens du cinéma, maintenant, viennent travailler sur les séries. Et comme ils viennent du cinéma, ils ont un peu d'habitude, je dirais, de plus grand luxe, déjà dans la qualité du travail, parfois dans leur salaire, et que ça va plus jouer sur le cinéma, en fait. Je pense que s'il y a une tension, elle sera plus avec le cinéma, mais comme le cinéma, lui, a moins d'argent, si je puis dire, la tension ne sera pas inflationniste parce que simplement ils viendront plus vers les séries, naturellement. Mais sinon, je pense que oui, il y aura deux types de projets, c'est sûr. Canal fait des projets déjà beaucoup plus chers que France Télé, et demain, et c'est vrai que Netflix ou demain d'autres seront peut-être capables, dans certains cas, d'aller encore 2 fois plus cher que Canal, par exemple, sur du francophone. Alors, nous, on est d'accord sur le fait qu'il y a une inflation des talents, ça c'est certain. Déjà aujourd'hui, et c'est vrai que le projet du gouvernement qui est fixé à des niveaux très élevés par rapport aux comparables européens, fait qu'il va y avoir une injection d'argent dans le secteur de la production française. Oui, le projet dont vous parlez, donc c'est le décret SMAD qui prévoit une contribution financière des plateformes à la création française, au développement de production française, comme ils sont déjà obligés les chaînes de télévision traditionnelles en fait. Tout à fait. Et donc c'est 20-25% du chiffre d'affaires France consacré à la création française. Ce projet-là, aujourd'hui, ça s'élève à combien ce pourcentage chez Netflix Alors pour l'instant, c'est des choses qui sont encore en discussion, mais simplement pour vous faire les estimations qui ont été sorties dans votre journal, d'ailleurs, pour avoir le débat, puisque c'est un débat économique, on parlait d'1,2 milliard aujourd'hui d'investis par les chaînes traditionnelles dans le secteur de la production audiovisuelle et cinématographique. Et là, on parle vous avez parlé de manne, de 350 à 500 millions d'euros. Moi, je ne parlais pas forcément de manne, parce qu'il n'y a pas de manne en économie, mais ça veut dire quand même une augmentation de 30 à 50%. Donc, à court terme, il est indéniable qu'il y a une inflation sur les talents, et pas que sur les grands talents. On est d'accord, et aussi évidemment sur les réalisateurs et l'ensemble de la chaîne. Maintenant, il y a une solution à ça. C'est quoi ? C'est-à-dire que ça revient aussi à notre méthode chez Netflix, c'est la prise de risque. Et donc Pascal disait que Netflix, en tout cas, ose. Oui, on a osé faire des choses, ça n'a pas toujours été des succès, mais quand on dit qu'on ose, et ça aide à faire émerger des talents. Et la solution, c'est pas seulement de faire venir des talents du cinéma, c'en est une évidemment, mais c'est aussi de faire émerger des nouveaux talents. Nous, on a un exemple qui est Julien Leclerc, qui a sorti le film Braqueur en 2016 en salle. On n'avait pas les droits en France, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit, en tant que plateforme, de prendre les droits d'un film. Ensuite, on l'a mis à l'étranger. Il a très bien marché. Et depuis, on lui a confié 2 autres films, La Terre et le Sang, qui est sorti cette année, Sentinelle l'année prochaine, et un spin-off de Braqueur qui sortira aussi en fin d'année prochaine. Voilà pour dire aussi, c'est une solution. Faire émerger des nouveaux talents et donc faire grossir le gâteau, comme on le dit un peu vulgairement en économie. Alors, l'une des craintes du cinéma, c'est aussi de dire Netflix, il a une production quand même très ciblée, très jeunes adultes, ça suppose un certain type de programme. Est-ce que finalement, dans cette manne, puisque je maintiens le terme quand même, qui s'annonce, est-ce que Netflix serait prêt à investir dans le cinéma d'auteur, par exemple Écoutez, nous, on l'a dit, le cinéma ne fait pas partie du modèle de Netflix dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas dans les films. On a des succès mondiaux dans le film. On a un succès, je mentionne Balle perdue, c'est un film français tourné à 7 par un réalisateur, son premier long métrage. Donc Guillaume Pierret, premier long métrage, 37 ans.
vu par 37 millions d'abonnés en un mois dans le monde. C'est un film. Donc, c'est le seul pays où on dit cinéma, film, on fait la distinction. Donc nous, dans le monde entier, on dit oui, on aime le film, on fait des films. Maintenant, il y a des problématiques dans ce pays qu'on a anticipées. Ça fait plusieurs mois et même années qu'on réfléchit à comment on va s'organiser. Et donc, on va certainement trouver une solution pour pouvoir investir en fonction du cadre qui est celui de la France. Alors, vous avez lancé une chaîne linéaire de diffusion de contenu récemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Vous êtes en train de vous ringardiser ? Non, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter. Je pense qu'il ne vaut mieux pas qu'on en parle trop longtemps. Simplement, c'est un test. Netflix fait des tests, il faut le savoir, tous les mois. Au moins, on a des équipes aux États-Unis qui travaillent sur l'innovation du produit en permanence. Cette semaine, on a sorti une fonction Android pure audio pour Netflix. Depuis plusieurs années, chez Netflix, on se pose la question. Évidemment, on a créé, en tout cas, on a contribué à l'essor de la vidéo à la demande, mais on sait très bien qu'il y a aussi une manière de regarder la télévision linéaire. Enfin, c'est encore la majorité aujourd'hui, même si c'est en baisse. En France, ouais. En France, et sur un public aussi en particulier plus âgé. Donc nous, notre objectif, c'est pas de... Vous cherchez à adresser cette nouvelle pas population. via ce test. Ce test, c'est aussi pour voir aussi qu'on voit réagir un petit peu les usagers, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Cette idée-là, elle est sortie aujourd'hui, mais elle est pas nouvelle. Alors, les détracteurs, en fait, disent que en France, quand on fait un métier de télévision linéaire, on a droit à une TVA réduite, en fait. Est-ce que c'est pour des raisons fiscales que Netflix voudrait voir évoluer son statut ou pas ? Non, si vous voulez, c'est pas en créant une fonction qui est uniquement sur les ordinateurs, je rappelle, c'est accessible que via ordinateur, pas via la télé, qu'on pourra changer le cadre fiscal. Il y a un débat plus large sur, je dirais, le traitement de Netflix dans le cadre global qui est le cadre français. Donc il y a cette discussion autour du décret SMAD que vous avez mentionné, et donc les obligations d'investissement. Mais là-dedans, il y a aussi la TVA. C'est vrai qu'on a une TVA de 20% contre 10% pour nos concurrents des chaînes payantes. On considère que ça n'est pas équitable, certainement pas. Voilà, maintenant, nous n'allons pas forcer les choses. C'est un débat qui est sur la table et nous espérons que ce débat va évoluer vers une forme de convergence, comme sur les obligations d'investissement, d'ailleurs. Ok, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être un mot sur le secteur de la production audiovisuelle, si on fait un peu de prospective dans 10 ans. Comment vous voyez son évolution ? Je ne sais pas si c'est un Eldorado, mais ça y ressemble fort parce qu'on aura doublé notre volume et notre qualité. On avait du retard sur la qualité, on avait du retard sur le volume, comme tu le disais Iris. Donc on va quand même se retrouver comme des joueurs importants, et aussi des joueurs importants parce qu'on a des grands groupes de production. Media One en est un, Banijay en est un très gros, plus dans le non-scripted, dans le flux. Donc on a 7-8 gros joueurs qui sont de taille, je dirais, maintenant qui peuvent parler d'égal à égal avec les diffuseurs. C'est pour ça d'ailleurs que le débat sur qui prend quoi à l'autre n'a plus beaucoup de sens. On est tous des partenaires et on va tous travailler ensemble. On n'est pas du tout à la taille des grandes plateformes mondiales, mais entre Français, je dirais et entre Européens, on est de taille comparable. Donc notre enjeu, c'est évidemment de nous déployer davantage en Europe, que l'Europe devienne un peu plus un marché, parce qu'on est très bloqué par nos langues. Enfin, c'est notre richesse, nos langues, mais c'est aussi notre faiblesse par rapport aux États-Unis ou aux gros marchés mondiaux. Et puis, bien sûr, notre capacité à, grâce aux plateformes d'ailleurs, à monter notre niveau de qualité pour de plus en plus avoir toutes ces séries qu'on regarde nous en France, mais qui sont tellement cultes qu'elles deviennent fortes dans le monde entier, comme ça a été le cas, oui, pour Le Bureau, même pour Marseille d'ailleurs, et pour pas mal d'autres, et pour 10%, parfois sous la forme de remake, etc., etc. Donc c'est enfin rayonner davantage. On était quand même un pays un peu vieux et un pays un peu ringard, il faut le dire. Dans l'audiovisuel, il faut le dire carrément, on était des ringards. Dans le cinéma, on était plus chic, mais dans l'audiovisuel, on était des ringards. Je pense qu'avec ce nouveau décret, nous sommes en train de préparer une phase où nous allons être enfin beaucoup plus créatifs et retrouver un rôle assez moteur dans le monde.
Est-ce que l'avenir des groupes de production audiovisuelle pourrait aussi être un modèle d'intégration avec les chaînes de télévision? J'entendais Nicolas Taverneau, le président d'M6, ils peuvent produire, pour des groupes plus intégrés. En fait. Non, mais est-ce que ça fait sens ou pas? Sachant que vous, Media One, vous avez Xavier Niel comme fondateur, cofondateur, et puis le même Xavier Niel a aussi une plateforme qui s'appelle Molotov. Je suis en train de faire le scénario. Xavier a beaucoup d'investissements à titre personnel. Est-ce que ça fait sens? Et je le laisserai répondre. Et juste pour répondre à Nicolas Taverneau, puisqu'il parle de fonds américains, de plein de choses, je rappelle quand même que le groupe M6 appartient à RTL, qui peut produire via Fremantle, qui est un des plus gros acteurs européens de fiction. Donc personne n'empêche aujourd'hui Bertelsmann de produire en France, et ils le font sensiblement. C'est d'ailleurs un très gros acteur de la production européenne. Nous, on n'a pas vocation à acheter des chaînes de télévision, à s'associer à des chaînes de télévision ou à se vendre à des chaînes de télévision. On croit vraiment au contenu. Xavier Niel, Mathieu Pigasse et moi-même, on a aujourd'hui le contrôle de Media One et on va le garder avec des investisseurs. Même si le principal investisseur est américain. Un des principaux investisseurs est quand même KKR. Il y a américain. la BPI aussi, mais je vais vous dire, quand on était en bourse, on avait aussi de l'argent américain, et puis il y en a sans doute aujourd'hui chez TF1 dans les actionnaires. Tout ce que je sais, c'est qu'on parlait de manne financière et que Netflix permet ce genre de choses, mais ce n'est pas pour s'enrichir. Elle est déversée intégralement dans le monde de la création, producteurs, auteurs, et on a la chance d'avoir un écosystème très vertueux en France, grâce au CNC, grâce encore une fois au travail de tout le monde. Et ce n'est pas de l'argent qui est pour nous, c'est de l'argent qu'on investit dans les contenus. On investit énormément, nous, plusieurs millions d'euros chaque année, pour créer les meilleurs films, les meilleures séries, les meilleurs dessins animés. On parlait du film d'animation Miraculous Ladybug, c'est 80 millions de dollars de budget. Il faut pouvoir avancer, payer. Donc effectivement, Pascal produit des séries de plus en plus importantes. Nous aussi, c'est de l'investissement, il faut avoir cet argent. Et donc il faut des acteurs qui aujourd'hui aient les moyens de pouvoir faire ces développements. Tout le monde des contenus a changé, les producteurs doivent devenir de plus en plus gros. C'est malheureusement le jeu, parce qu'on a des acteurs face à nous qui sont de plus en plus grands, comme Netflix, comme Apple. Et donc, ce monde-là doit s'adapter. Il doit s'adapter en respect de tout ce qui s'est fait jusque-là. Et je pense à un autre univers qui est proche du nôtre, qui est le foot en ce moment, où tout le monde sera très content d'aller voir Canal+, à un moment où ils n'ont pas été très respectés il y a quelques années avec l'arrivée de Mediapro. Et puis aujourd'hui, l'économie du foot pourrait s'effondrer si Mediapro ne paye pas, et tout le monde sera très content de retrouver Canal+. Donc on a intérêt aujourd'hui à respecter les acteurs historiques, à trouver un équilibre auprès de tout le monde. Et j'ai l'impression, parce qu'on a un pays qui se plaint beaucoup, que le travail qui a été fait en place avec cette nouvelle directive est équilibré pour l'intégralité des acteurs, et que ça devrait nous permettre, si on l'applique rapidement, de pouvoir avancer et faire des grands spectacles issus de la France. C'est une chance pour nous tous. Merci beaucoup, merci à tous, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau Média en scène l'année prochaine. Merci.